Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et chaque semaine, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Cette semaine, je vous invite à la rencontre du « et ». Vous savez, ce petit mot de 2 lettres, E-T. Cette conjonction de coordination qu'on utilise probablement des dizaines de fois par jour sans même y penser et qui détient un grand pouvoir, un grand potentiel, celui de nous ouvrir les portes de la pensée complexe. Vous avez peut-être déjà entendu cet acronyme VUCA, V-U-C-A, ou en français VICA, V-I-C-A, comme volatile, incertain, complexe, ambigu. Cet acronyme décrit assez bien la réalité dans laquelle nous évoluons, où, en quelques mois, des événements hautement improbables se matérialisent, comme par exemple lorsqu'une grande partie de l'humanité se retrouve assignée à domicile de façon simultanée en réaction à une pandémie mondiale, au risque de prendre un exemple déjà galvaudé. Dans ce contexte, c'est-à-dire dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, comment penser ? Comment réfléchir à ce qui nous entoure, à ce que nous vivons, à la façon dont nous voulons nous positionner dans ce monde, à ce que nous voulons y construire ? Et, en tant que dirigeant ou dirigeante, comment élaborer une pensée qui nous permette de décider, d'orienter nos actions ? Sans revenir en détail sur chacun des termes de l'acronyme VICA, j'aimerais vous proposer quelques éléments issus de la pensée complexe, quelques notions issues de cette pensée au sens où l'a définit Edgar Morin. Pour moi, les apports de cette pensée sont des clés de compréhension et de décryptage. Elle me semble importante à mettre en œuvre pour envisager un problème et prendre des décisions. Au début, lorsque j'entendais parler de pensée complexe, cela me faisait peur. J'avais l'impression que je n'allais pas en comprendre les concepts, ni les outils. Avec le temps, je me rends compte que ce ne sont pas tant les concepts et outils qui sont difficiles à appréhender que leur usage, leur mise en pratique. Celle-ci doit faire l'objet d'une forme de discipline, de rigueur pour devenir un réflexe ou une approche systématique. C'est en fait une nouvelle manière de voir. C'est un peu comme de décider de changer de lunettes ou d'outils pour examiner le monde, pour le regarder, pour examiner un sujet ou une problématique. C'est d'ailleurs exactement ce que propose Joël de Ronet avec l'outil du macroscope dans son livre éponyme. Il propose de changer d'outil d'examen et d'inventer, métaphoriquement, un nouvel instrument qui permette d'observer la complexité et d'en construire une connaissance. Mais alors, qu'est-ce que la complexité ? Et qu'est-ce que la pensée complexe ? Je vous propose ici une définition d'Edgar Morin, extraite d'un article écrit pour la Revue internationale de systémique, où il revient sur l'étymologie du mot. Edgar Morin écrit « Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire du mot complexus, ce qui est tissé ensemble. Les constituants sont différents, mais il faut voir, comme dans une tapisserie, la figure d'ensemble. Le vrai problème de réforme de pensée, c'est que nous avons trop bien appris à séparer. Il vaut mieux apprendre à relier. » Fin de citation. Quand on y pense, c'est l'exact opposé d'analyse, dont l'étymologie grecque est justement la décomposition, le fait de délier. L'analyse, les capacités analytiques, sont justement celles qu'on associe prioritairement à la résolution de problèmes. On a donc d'un côté la pensée complexe qui nous invite à relier, et de l'autre l'analyse qui nous incite à séparer. Dans notre culture, à l'école, dans nos apprentissages, nous sommes formés à connaître en séparant, en compartimentant, en distinguant. D'ailleurs, à l'école, les matières sont séparées. Et plus tard, à l'université, les disciplines sont aussi séparées. On peut étudier l'histoire, on peut étudier l'économie, on peut étudier les sciences physiques, mais plus rarement étudier les trois en même temps ou les relations qu'il pourrait y avoir entre ces 3 sujets. Lorsqu'on étudie le cerveau, par exemple, on peut l'étudier avec un angle biologique ou neurologique. On peut aussi étudier ce qu'en anglais on appellerait « the mind », donc plutôt l'âme, si on peut dire en français, et dans ce cas, étudier plutôt la psychologie, rattacher plutôt cette étude à des sciences humaines et sociales. C'est assez récent de faire le lien entre les deux. En médecine d'ailleurs, on pousse la logique de séparation à l'échelle du corps humain. On le découpe pour en étudier chaque partie de façon isolée. On va étudier chaque organe séparément, on va étudier les os séparément, on va étudier le système nerveux séparément, etc.
Et d'ailleurs, la médecine dite généraliste, jusqu'à il y a quelques années, n'était pas en elle-même une spécialisation. C'était une absence de spécialisation. Ce qui voulait dire que dans les études de médecine, les médecins qui s'apprêtaient à devenir médecins généralistes s'arrêtaient plus tôt. Ils ne faisaient pas une étude de spécialisation comme en gynécologie, en neurologie, en radiologie, etc. Au contraire, la pensée complexe nous invite à relier, à faire des liens. La complexité, en ce sens, est un défi à la connaissance, puisqu'elle nous invite à construire la connaissance autrement qu'en séparant et en examinant distinctement chaque sous-ensemble de ce qu'on essaye d'étudier. Au contraire, on relie, on croise les disciplines et on regarde avec des angles différents une même chose, un même objet. Alors, vous allez me demander pourquoi le « et » est-il au cœur de la pensée complexe ? Il y a pour moi plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que dans la pensée complexe, on n'examine pas une chose isolément, mais on va définir un système que l'on examine. Ce système, c'est un tout qui se compose de plusieurs parties. La pensée complexe examine à la fois le tout, les parties qui le composent, et le rapport entre le tout et les parties qui le composent, et aussi les interactions qu'il peut y avoir entre les parties entre elles. Si je reprends l'exemple du corps humain, on va examiner le corps dans son ensemble, donc ça c'est le tout. On va examiner chaque organe, donc ça c'est chacune des parties, et on va examiner le rapport entre chaque organe et le corps dans son ensemble, c'est-à-dire comment l'un a une influence sur l'autre et réciproquement par exemple. Comment le fait qu'un organe soit par exemple malade va avoir une influence sur le corps dans son ensemble, ou comment une affection qui toucherait l'ensemble du corps va se répercuter spécifiquement dans un organe. Donc on n'examine plus uniquement chaque organe pris isolément, mais bien le corps dans son ensemble, chaque organe pris isolément, les interactions entre les organes et la relation entre chaque organe et le corps. Ce qui nous amène à observer 3 choses. La première, c'est que le tout est plus que la somme des parties qui le composent. Prenons un exemple lié à une entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Si je décris certaines des parties d'une entreprise, je vais trouver des processus, je vais trouver des systèmes, je vais aussi bien sûr trouver des individus et des comportements de ces individus. La somme de ces parties qui composent l'entreprise vont faire émerger, par exemple, une culture d'entreprise. Il y a donc, à partir de la somme des parties, une émergence de qualités du tout qui sont absentes de chacune des parties. C'est-à-dire que la culture d'entreprise qui va émerger de la somme des parties, elle va au-delà de la somme de ces parties. Ça crée une nouvelle entité, un nouvel élément qui va être cette culture d'entreprise. Et on comprend bien, lorsqu'on prend cet exemple-là, que les comportements que je vais avoir dans cette entreprise vont avoir une influence sur la culture d'entreprise et en même temps que cette culture d'entreprise va avoir une influence sur moi en tant qu'individu qui appartient à cette entreprise. Et donc là, on peut comprendre comment il y a une boucle de rétroaction entre le comportement d'un individu dans une entreprise et la culture de cette entreprise. La deuxième chose, c'est que le tout est aussi moins que la somme des parties. C'est-à-dire que le tout, donc si je reprends mon exemple, la culture d'entreprise ou l'entreprise qu'on est en train de regarder, peut inhiber des qualités qui sont propres à chacune des parties qui les composent. Donc si je reprends les individus qui composent l'entreprise, qu'on observe, eh bien peut-être que dans la culture d'entreprise, je vais être invité à ne pas manifester certaines qualités qui sont les miennes en tant qu'individu. Donc par exemple, si c'est une culture d'entreprise où il est malvenu de dire qu'on part tôt pour récupérer ses enfants, par exemple, je vais inhiber une partie de mes comportements qui va être mon rôle parental que je ne vais pas manifester de manière ostentatoire à moins de vouloir faire évoluer justement le système. Mais donc là, on voit que cet aspect de ma personnalité en tant qu'individu va être mis de côté lorsque je serai dans le tout. Donc le tout est moins, d'une certaine façon, que la somme de l'ensemble des qualités des parties qui la composent. Enfin, la troisième chose, c'est que dans un système vivant ou dans un système social, on s'aperçoit que le tout
est présent à l'intérieur de chaque partie. Donc si je prends par exemple le système vivant et que je reprends l'exemple du corps humain, on voit que notre code génétique, par exemple, est présent à l'intérieur de chacune de nos cellules. Donc, ce qui permet de créer le tout, c'est-à-dire notre être, notre corps en entier, notre code génétique, est présent à l'échelle de chacune des parties qui composent notre corps. De la même façon, dans une entreprise, la culture d'entreprise se retrouve présente d'une certaine façon dans chacun des individus qui composent l'entreprise. En tout cas, elle est d'une certaine façon intégrée par les individus qui composent l'entreprise. Donc, lorsqu'on cherche à construire de la connaissance complexe, on va examiner le tout, donc par exemple l'entreprise, on va examiner les parties qui composent le tout, donc si je reprends mon exemple, les processus, les systèmes, les individus, les comportements valorisés, etc. Et l'on va aussi examiner les rapports, les relations entre le tout, donc l'entreprise, et ce qui la compose, c'est-à-dire ses systèmes, ses individus, ses comportements. Et on va essayer du coup d'observer aussi ce qui émerge de la relation entre le tout et les parties, comme par exemple cette culture d'entreprise qui est créée par les relations qui opèrent entre les individus, le comportement des individus, les systèmes et l'entreprise elle-même. C'est une des raisons pour laquelle le « et » est au cœur, d'après moi, de la pensée complexe, puisqu'on ne regarde plus une chose comme un ensemble ou bien comme des sous-parties, chacune prise isolément, mais l'on va bien regarder les deux en même temps et aussi la relation entre les deux. L'autre raison pour laquelle le « et » est, d'après moi, important dans la pensée complexe, c'est que cette pensée intègre la possibilité du paradoxe, c'est-à-dire la coexistence de vérités qui sont apparemment contraires, mais qui décrivent pourtant une même réalité, de vérités apparemment contraires qui coexistent alors qu'elles sont en apparence opposées. Prenons cette fois un exemple cinématographique. Dans la trilogie du dollar de Sergio Leone, dont le film le plus connu est Le Bon, la Brute et le Truand, on voit bien que les personnages sont capables, chacun, de choses atroces et de choses sublimes. Pour autant, ce sont les mêmes personnages. Il y a donc une forme de vérité contraire selon les comportements que l'on observe qui existent en même temps chez une même personne. Cela nous évite de réfléchir de façon manichéenne, en voyant les choses en noir ou en blanc, ou en voyant les gens en noir ou en blanc. Et cela nous invite plutôt à considérer la nuance, la palette de nuances qu'il y a au milieu du noir et du blanc, d'essayer d'observer quels sont les gris ou quelles sont les associations de noir et de blanc qui peuvent coexister, par exemple, chez une même personne. Un autre exemple de paradoxe, si l'on reprend l'exemple du corps humain. Dans le corps humain, on sait que les cellules se renouvellent pour que nous vivions. Donc, cela signifie que nous avons des cellules qui meurent pour que nous vivions et que notre vie est rendue possible par la mort de nos cellules. Donc, ce paradoxe apparent de la mort qui rend la vie possible existe dans notre corps pour que nous puissions continuer à vivre. Enfin, la dernière raison pour laquelle la pensée complexe, pour moi, intègre le « et » pourquoi le « et » est un élément important de la pensée complexe, c'est que cette pensée intègre le lien entre ce que nous examinons et le contexte de ce que nous examinons. C'est-à-dire, elle intègre le lien entre la chose, le sujet, la problématique que l'on est en train d'observer et le contexte dans lequel se produit cette problématique. Ainsi, on n'observe pas un phénomène de manière isolée, mais l'on essaye de comprendre ce qui s'est passé avant, ce qui se passe autour et en quoi ce phénomène vient s'inscrire dans un contexte. En résumé, dans la pensée complexe, Edgar Morin nous invite donc à ne pas disjoindre, mais au contraire à relier quand on étudie ou examine un sujet ou une problématique, à ne pas réduire le tout à la somme des parties qui le composent, mais bien d'observer le tout, les parties qui le composent et la relation entre les deux, et à contextualiser. Pour conclure, la prochaine fois que vous réfléchirez à une problématique, essayez de chausser vos lunettes de pensée complexe ou de sortir votre macroscope. Essayez d'utiliser une approche plus systémique pour examiner la situation. Pour cela, demandez-vous quel est le contexte dans lequel intervient le sujet, le problème. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer autour ? Qu'est-ce qu'il se passe par exemple dans le secteur ? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'équipe ?
À quel moment cela intervient-il dans le processus, etc. Demandez-vous comment le sujet que vous examinez se positionne. Est-ce un tout, un système composé de différentes parties, ou au contraire, est-ce une partie d'un tout plus grand? Quelle relation y a-t-il entre ce tout et les parties qui le composent? Et comment s'influence-t-il réciproquement? Par exemple, un individu dans une équipe, ou une équipe et les individus qui la composent. Comment vont-ils s'influencer réciproquement? Et enfin, demandez-vous, y a-t-il des choses qui, à première vue, seraient opposées et qui, en fait, pourraient coexister? Y a-t-il des choses qui pourraient être opposées à votre angle d'approche du sujet, mais qui pourraient quand même exister? Y a-t-il réellement une opposition? Ou pourriez-vous intégrer à votre approche deux visions apparemment paradoxales d'un même sujet? La pensée complexe propose bien d'autres outils, bien d'autres possibilités de réflexion qu'on retrouve dans les approches systémiques, si vous avez envie d'aller plus loin et d'approfondir. Mais ces premières briques me paraissent utiles pour démarrer à regarder autrement les situations, les problématiques, et pour construire de la connaissance qui vous permettra de prendre des décisions. Enfin, je vous propose un petit exercice très simple d'entraînement pour constater le pouvoir du « et ». Ceux qui sont familiers de l'improvisation théâtrale reconnaîtront probablement cet exercice. À partir de maintenant, je vous invite, à chaque fois que vous avez envie de dire ou d'écrire, notamment dans les mails, le mot « mais » ou le mot « oui mais », je vous invite à essayer de le remplacer par le mot « et » ou bien le « oui et ». Cela vous permettra de réfléchir par adjonction plutôt que par opposition et je vous invite à observer ce qui émerge. Car en remplaçant cette opposition par une adjonction, par une juxtaposition, par peut-être du coup la création de quelque chose, d'un ensemble nouveau, vous pourriez être surpris des émergences créées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À la semaine prochaine.